Garance commence à se faire sentir, surtout sur les hauteurs de Saint-Paul. De la pluie et du vent par rafale. Si pour l'instant l'ouest est plus ou moins épargné, toute prudence est tout de même recommandée. En cas de vent violent, il peut y avoir des chutes d'arbres ou de câbles électriques. Les radiers risquent d'être submergés. Les zones sensibles, inondées telles que l'étang Saint-Paul, la ravine Saint-Gilles ou encore la ravine de l'Ermitage. La commune compte déjà 103 personnes dans les centres d'hébergement, dont 33 sans domicile fixe. Même si le temps paraît calme sur certains secteurs, il est strictement interdit de sortir. Rappelons-le, nous sommes en alerte violette. Le confinement s'impose, y compris pour les autorités. Sous la force du vent, les arbres se balancent de gauche à droite. Certains cèdent et tombent au sol. Les habitations sont elles aussi mises à mal. Les toitures ne résistent pas et s'envolent. À la Bretagne, c'est une baie vitrée qui a cédé. Et même les secours ne sont pas épargnés. Au GHER à Saint-Benoît, l'une des fenêtres s'est ouverte, laissant s'engouffrer le vent et ravageant le couloir sur son passage. À la caserne de Saint-Benoît, les pompiers tentent comme ils le peuvent de maintenir les portes bousculées par le vent. Des rafales qui ont dépassé les 200 km/h par endroit, suffisamment fortes pour retourner cette voiture. Les précipitations, elles aussi, sont intenses. Cette cour est entièrement inondée. Le passage en alerte rouge devrait permettre de dresser un premier bilan des dégâts. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Réunion La Première pour votre 19h consacrée au cyclone Garance et à ses conséquences. Le cyclone qui a traversé la Réunion du nord au sud aujourd'hui, entraînant des vents dévastateurs, des pluies diluviennes, les images de routes, de maisons inondées, de ravines en crue déferlent sur les réseaux sociaux. Plusieurs décès sont aussi à déplorer. Le préfet prendra la parole dans quelques minutes. Et ce soir, nous sommes toujours en alerte rouge. C'est ce qu'il faut retenir. Je vous disais que le préfet allait prendre la parole, Patrice Latron, dans quelques minutes à la préfecture. Un cyclone Garance dévastateur et déjà des premières victimes à déplorer. Une femme d'une cinquantaine d'années a été emportée par les eaux dans le quartier de Domingeau à Saint-Denis. Son corps a été retrouvé au niveau d'une bouche d'égout. Les pompiers, vous le voyez, sont intervenus, mais malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu réanimer la quinquagénaire. Une autre personne est décédée dans le chef-lieu après l'incendie de sa maison suite à un court-circuit. Et puis à Trois-Bassins, on déplore aussi le décès d'une mère de famille de 3 enfants. Elle s'est rendue à l'arrière de sa maison pour évacuer de la boue suite aux fortes précipitations. Mais une partie de sa propriété s'est effondrée. Elle s'est retrouvée prise au piège sous un amas de terre. C'était chemin des Fraises dans l'après-midi. La préfecture, en direct depuis le centre opérationnel départemental. Mesdames et messieurs, nous venons tous de vivre une journée très difficile. Une journée qui nous a mis à rude épreuve. Le cyclone Garance a déferlé sur l'île avec un niveau de violence et d'intensité que nous n'avions pas connu depuis longtemps. Ce soir, avec vous tous, je veux tout d'abord avoir une pensée pour les 3 personnes qui sont décédées aujourd'hui, ainsi que pour leurs familles endeuillées. Je veux avoir une pensée pour les blessés. Nous avons connaissance de 5 personnes qui ont été secourues par les sapeurs-pompiers. Il y en a probablement d'autres, et donc je veux, comme pour les 3 personnes décédées, avoir une pensée pour les blessés. Ce phénomène Garance, ce cyclone qui a frappé l'île, l'alerte rouge est maintenue pour l'ensemble du département ce soir. Elle sera levée demain à 10h, mais la plus grande prudence est encore de mise car l'état des routes et le réseau routier est fortement impacté. Il sera donc dangereux de circuler. Le mot d'ordre reste donc la prudence. Le cyclone a frappé de plein fouet la Réunion ce matin. Le changement des conditions météo a été brutal. Des rafales records dépassant les 200 km/h
ont été enregistrés, beaucoup de pluie également sur une large moitié nord de l'île. Des familles se retrouvent ce soir sinistrées. Hermione Razafine arrive. Les rafales de vent ont atteint plus de 230 km/h ce vendredi à La Réunion. Le cyclone Garance a fait des dégâts considérables. Ici, au tampon, la toiture de cette famille a été emportée par la force du vent. Les Dijoux se sont rendus au centre d'hébergement de Bourg-Murat, situé à une centaine de mètres de leur domicile. Et les images d'inondations de ravines en crue ont déferlé sur les réseaux sociaux. Les cours d'eau débordent, les parkings sont inondés, les voitures emportées également par les flots. Saint-Denis a subi d'importants dégâts. Tour d'horizon avec Ophélie Maraval. Des crues comme on en a rarement vu à Saint-Denis. Le cyclone Garance a fait gonfler les rivières du chef-lieu. La ravine du Butor, celle du Chaudron ou encore la rivière Saint-Denis ont quitté leur lit, provoquant d'importantes inondations, comme ici devant la Cité des Arts ou encore ici au Butor. Le parking qui se trouve sur l'une des rives est introuvable. Des torrents tellement puissants qu'ils emportent tout sur leur passage. Les voitures garées à proximité des cours d'eau sont balayées, trimballées au gré du courant. Il y a une voiture dans la ravine. Le résultat de précipitations intenses sur de courtes durées. En amont, au brûlé, ce sont 433 mm de pluie qui sont tombés en l'espace d'à peine 6 heures, des relevés jamais enregistrés depuis 10 ans. À Belle-Pierre, la route donnant accès au CHU Nord s'est transformée en une rivière éphémère. Plus tôt dans la matinée, un autre élément a lui aussi été source de lourds dégâts, le vent atteignant jusqu'à 200 km/h par endroit. Au Moufia, la puissance des rafales a suffi à retourner cette voiture km/h par endroit. Au Moufia, la puissance des rafales a suffi à rejeter. Des jeunes sont filmés en pleine alerte rouge s'amusant sur un bateau dans le bas de la rivière. Inconscients, certains poussent même jusqu'à nager dans les zones inondées. Et on va retrouver la maire de Saint-Denis en direct. Erika Barretch, bonsoir. On vous retrouve ce soir dans un centre d'hébergement, celui de Champfleury. Vous le dites, et les Réunionnais l'ont vu, c'est un épisode cyclonique sans précédent qu'a connu le chef-lieu ces dernières heures, avec notamment 2 décès à déplorer sur votre commune. Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances aux familles pour ce moment extrêmement douloureux. Je voudrais aussi ce soir dire à quel point les Dionysiens et les Dionysiennes nous sommes sont choqués de ce qu'ils viennent vivre, de ce qu'ils vivent. La ville a été de façon historique frappée par ce phénomène climatique. Nous le répétons souvent, le climat change, les phénomènes seront peut-être moins nombreux, mais certainement plus intenses. Et ça va laisser de graves traces dans la mémoire des Dionysiens, dans la chair aussi des Dionysiens. J'ai rencontré des dames tout à l'heure qui m'exprimaient en pleurs le choc qu'elles avaient vécu, la peur qu'elles avaient vécue. Donc voilà, on est aujourd'hui très touchés par ce qui vient de se passer. Personnes qui se retrouvent sinistrées, donc les centres d'hébergement de Saint-Denis sont toujours ouverts pour les accueillir. Oui, nous avons ouvert un certain nombre de centres avant le passage au rouge, et puis j'ai décidé d'augmenter nos capacités d'accueil sur le centre de Champfleury de 50 places. Et j'ai décidé de remettre un centre supplémentaire de 150 places au Petit Stade de l'Est. Non pas que nous avons aujourd'hui une demande de 150 places au Petit Stade de l'Est, au cas où les personnes voudraient à un moment donné quitter leur lieu d'habitation parce que inondés, parce que se sentant mal. Il faut qu'ils sachent que nous avons organisé par anticipation des places supplémentaires aujourd'hui qui peuvent les accueillir au Stade de l'Est. Pour les personnes, justement, on l'a vu dans le reportage précédent, qui ont bravé cette alerte rouge, qui sont sorties malgré tout, quel message avez-vous à leur adresser ce soir ? C'est les messages qu'on continue régulièrement à faire, et régulièrement nous voyons quelques personnes encore dehors risquant leur vie. Moi, nous le disons, sortir aujourd'hui, même quand la pluie cesse,
c'est des dangers parce que vous avez des fils électriques, parce qu'il y a des arbres brinque-ballants, parce qu'il y a eu des trompes d'eau, parce que les dangers sont partout. Donc on ne gagne rien et on a tout à perdre, c'est-à-dire la vie. Donc il faut rester chez soi. Les secours s'organisent aujourd'hui entre la préfecture, la ville. Nous avons demandé à la région et au département de dégager les axes principaux pour que nous puissions nous aussi entrer, être au travail pour dégager aussi des axes communaux. Nous avons demandé à ce qu'il y ait aussi une organisation de mise en place de sécurité parce qu'il est hors de question que certains profitent du désarroi de la population pour venir faire quelques larcins alors que les gens sont blessés. Et puis j'ai souhaité que les bailleurs sociaux soient mobilisés aujourd'hui rapidement et de ce que je comprends, certains l'ont déjà fait pour qu'ils aillent sur le terrain dans les habitations, dans les immeubles où les gens sont en grande souffrance. Les hôpitaux n'ont pas été épargnés non plus par Garance. Le GHER a subi des dégâts majeurs sous la pression des vents violents. Les vitres ont cédé. Des patients ont dû être déplacés vers d'autres services. Le groupe hospitalier Est a aussi été privé d'eau. Le groupe électrogène a été mis en route. Le CHU Nord aussi a subi les conséquences de Garance, notamment au service néonatologie qui accueille les bébés prématurés. Vous le voyez, l'eau s'est infiltrée donc dans le service. Et pour un point justement sur l'état des hôpitaux ce soir, nous allons retrouver Lionel Calange. Bonsoir, vous êtes le directeur du CHU de La Réunion. Des services inondés, des conditions de travail qui deviennent compliquées à l'hôpital après le passage de ce cyclone. Bonsoir Christelle Fericourt, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord témoigner de la solidarité de l'hôpital public à l'égard de la population rayonnaise touchée par Garance et présenter mes condoléances aux familles. Et je voudrais aussi témoigner de toute la solidarité, de toute l'implication, de toute la résilience, de toute la mobilisation des hospitaliers qui travaillent depuis 72 heures sans relâche à préparer le passage de Garance et qui se mobilisent. Par exemple, la cellule de crise CHU-GHER, des établissements que je dirige, 75% de l'hôpital public est à pied d'œuvre depuis 72 heures. 2000 personnes y travaillent. Il y a 50 personnes qui sont dans cette cellule de crise. Et c'est avec beaucoup de résilience, beaucoup d'abnégation que les hospitaliers font ce travail au service de la sécurité et de la qualité des soins de nos concitoyens. Travail des soignants, Monsieur Calange, mais est-ce que justement avec les conditions météo et les dégâts qu'ont subi les différents hôpitaux du Nord et du Sud, les conditions de prise en charge des patients ne deviennent pas un peu plus difficiles? Elles sont difficiles. Alors, on a une gestion de crise éprouvée. On est habitué à gérer des cyclones dans les hôpitaux publics réunionnais. On a un plan de crise. On s'y est préparé depuis 72 heures. Donc, c'est une mécanique qui est très connue de notre part. On fait sortir des patients qui sont sortants. On a déprogrammé hier et aujourd'hui des interventions chirurgicales. On a admis les patients sensibles d'hospitalisation à domicile. On a réussi à faire venir les équipes parce que pour prendre en charge les patients pendant 72 heures, toute l'alerte rouge, où il y a un confinement de la population, c'est 2 équipes qui se relayent sans relâche au service de nos patients. Donc, ce sont des prouesses également. Et ça, nous savons le faire dans un contexte aussi où l'hôpital public réunionnais est performant. L'hôpital public réunionnais est saturé. Par exemple, le CHU de La Réunion, c'est la plus forte dynamique d'activité de tous les CHU depuis 5 ans, plus 5% par an. Et évidemment, donc, il faut faire face à Garance, en plus, on va dire, d'une tendance d'activité qui est très très forte. Il faut saluer la mobilisation de nos soignants qui sont admirables. Alors, concrètement, au niveau du... On a vu aussi cette coulée de boue impressionnante devant le CHU de Belle-Pierre. Est-ce qu'elle n'a pas rendu aussi l'accès à l'hôpital plus difficile ou voire quasiment impossible? Elle a rendu pendant plusieurs heures cet après-midi devant le CHU Nord. J'étais à 100 mètres. La sortie des véhicules de secours, SAMU S10, impossible pendant plusieurs heures. Et on salue évidemment le travail de tous les personnels soignants donc qui ont qui travaillent toujours donc pendant tout ce cyclone Garance. Des personnes sinistrées, on en a parlé. Il y en a aussi dans l'Ouest. La région a connu le pire du cyclone cet après-midi. Des habitants surpris par les fortes pluies, par la montée des eaux à certains endroits. Hermine Alasson, Olivier de la Richaudier et Thierry Chapuis pour le reportage. Saint-Paul sous les eaux. Des ravines en crue, des cascades aux abords des routes. Les dégâts sont conséquents à Saint-Paul. Cette voiture n'a pas été épargnée par la montée des eaux.
Si l'Ouest était la région la moins impactée par Garance ce matin, cet après-midi, le scénario a bien changé. De fortes pluies se sont abattues sur l'Ouest depuis 13 heures. Il pleut en continu. Conséquence, beaucoup de rues inondées, comme ici à l'Éperon. 2 centres d'hébergement ont été inondés également sur la commune de Saint-Paul. Un centre à Sans Souci et un centre à Saint-Paul-4. Dans ce même quartier de l'Éperon, un habitant essaye tant bien que mal de sauver sa maison des eaux. Il y a eu tellement de déchets qui ont été emportés par la flotte que ça bouge tous les avaloirs et que les égouts ne font plus leur rôle et nous on est inondés là-bas en bas. Les habitants attendent la levée de l'alerte rouge pour véritablement constater les dégâts. Des habitants secoués par ce premier cyclone de l'année. Le passage du cyclone dévastateur Garance a engendré des dégâts conséquents sur le réseau électrique. 180 000 foyers sont ce soir donc privés d'électricité, soit un peu plus de 40% de la population réunionnaise. Les équipes d'EDF sont mobilisées. On écoute les précisions de Dominique Charza, le directeur d'EDF. La plupart de ces coupures d'électricité étaient générées par des défauts sur nos lignes haute tension. Nous avons 12 lignes haute tension qui sont actuellement hors service, principalement sur le nord de la Réunion et sur l'est de la Réunion. Ces défauts des lignes haute tension, d'ailleurs, nous empêchent de pouvoir produire de l'électricité à partir de nos centrales de production hydraulique de Takamaka, de Rivière de l'Est et de Langevin. Notre priorité, ça va être de faire un bilan des incidents que nous avons sur ces lignes haute tension et pour cela, nous avons besoin de faire des visites avec des hélicoptères pour pouvoir inspecter ces lignes et pour pouvoir identifier les interventions que nous devons faire, les travaux que nous devrons réaliser et pour pouvoir ensuite remettre sous tension ces lignes. Des collègues de Corse et des collègues de Métropole vont arriver à partir de dimanche et de lundi pour pouvoir nous appuyer. Et ce soir, les régions Est et Nord sont les plus touchées par ces coupures d'électricité. Les routes aussi fortement endommagées. Les équipes du CRGT seront pleinement impliquées. La situation est vraiment là aussi compliquée. On écoute Éric Boiteux, le directeur du CRGT. Des milliers d'arbres un peu partout, des coulées de boue, beaucoup de boue sur la route, parfois même des ouvrages emportés, des routes coupées. Donc beaucoup de travail en perspective. Route du littoral restera fermée, c'est certain, toute la journée de demain, peut-être dimanche. Énormément de boue, des coulées de boue, énormément de matériaux, des éboulements. Donc une reconnaissance à réaliser avec le BRGM dès que le temps le permettra demain, dès que les hélicos pourront voler. On a eu plus de 300 mm de pluie sur la route du littoral, donc on est à des hauteurs d'eau qui rendent forcément la falaise beaucoup plus fragile. Et puis toutes ces coulées de boue, c'est des ravines donc qui se sont complètement obstruées ou des éboulements, ces coulées de boue sur la route sont par expérience très difficiles à nettoyer. Des interviews réalisées par Claudette Weitzilingom et David Laporte. Et dès la levée de l'alerte violette au tampon, les équipes de la ville sont allées déjà constater les dégâts et commencer les travaux de dégagement des routes. Reportage Daniel Bénard et Jacques Payette. L'alerte violette à peine levée, les agents communaux mobilisés pour Garance sont déjà à pied d'œuvre. Premier constat, la route nationale 3 est jonchée de végétaux. Sous la force des vents, les arbres se sont couchés, ils bloquent totalement la circulation, comme ici, au 12e kilomètre. Lorsque les tronçonneuses s'inclinent, l'expérience des agents municipaux prend le dessus. Ah ouais, casse ça. C'est cassé. Il faut employer les grands moyens. Oui, il faut employer les grands moyens dans les cas d'urgence. Un peu partout, des fils électriques décrochés de leur fixation. Sur le réseau communal, poteaux de téléphone pliés. Le constat est le même sur toute la commune. Les prochaines heures et les prochains jours seront consacrés au nettoyage de la commune. Une commune, malgré tout, épargnée par Garance. Et nous sommes, je vous le rappelle, toujours en alerte rouge ce soir jusqu'à demain à 10h. Le préfet l'a annoncé en direct sur Réunion la première. Nous allons retrouver Claudette Weitzilingom à la préfecture. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette prise de parole de Patrice Latron ?
D'abord, Christelle, que ce fut une journée tragique et le préfet donc de dire qu'il a une pensée pour les 3 familles endeuillées puisqu'il y a eu 3 décès durant cette journée, plusieurs personnes blessées, des personnes aussi qui ont perdu leur maison et le préfet souligne qu'il est de tout cœur avec eux et leur adresse un message d'empathie. Tout sera mis en œuvre pour retrouver très vite des conditions normales de vie. Le danger n'est pas terminé, l'alerte rouge reste en vigueur jusqu'à demain matin. Il faudra examiner l'état des routes. Beaucoup sont inondés, coupés avant de prendre cette décision demain. Alors que le cyclone s'éloigne, il est encore dangereux de circuler. Donc la levée se fera demain matin. Et le préfet de préciser que la décision de pas lever l'alerte rouge ce soir, c'est bien pour notre sécurité. Il se rendra donc dès demain sur les 2 communes les plus touchées, Saint-André et Saint-Denis. Le préfet a souligné aussi qu'il y a eu des tentatives de pillage aujourd'hui par des jeunes. Les gendarmes sont donc mobilisés pour tenter de faire cesser ces tentatives de pillage. Et il demande aux Réunionnais de ne pas hésiter à composer le 17 pour les dénoncer. Nous entrons dans une phase de sauvegarde. Les militaires du RSMA viendront en aide aux communes très rapidement. 2000 bâches seront distribuées dès demain aux mairies où il y a eu le plus de besoins. Il appelle encore une fois à la prudence, demande de limiter les déplacements et qu'il y a une quinzaine d'axes qui sont coupés. Ce vendredi, donc, je vous l'ai dit, ce fut une journée tragique. 3 décès, une météo désastreuse avec des valeurs de vent très remarquables, plus de 200 km. Et donc, il va falloir aussi penser aux agriculteurs qui ont subi beaucoup de dégâts. L'État est engagé pour apporter de l'aide à cette activité. Et le préfet de souligner que plusieurs autres autorités s'inquiètent de la situation chez nous, comme le président de la République, le ministre des Outre-mer ou encore le ministre de l'Intérieur, qui engagent des secours. Une centaine va débarquer samedi et d'autres dimanche venant de métropole. Au total, presque 300 personnes en renfort pour montrer que la solidarité nationale joue. Et je vous rappelle que l'alerte rouge sera levée demain matin à 10h. Merci à vous, Claudette, pour toutes ces interventions en direct de la préfecture avec David Laporte. Donc, alerte rouge levée demain à 10h. Mais d'ici là, nous sommes toujours confinés. L'alerte rouge donc sera levée demain à 10h à La Réunion. En attendant, restez chez vous. Et pour terminer, une image insolite avec la montée des eaux dans le chef-lieu. Vous le voyez, des anguilles se sont retrouvées au pied des immeubles, coincés dans les bâtiments, donc notamment dans le quartier de la Source, une séquence qui fait le buzz sur les réseaux sociaux et notamment sur les comptes Instagram et Facebook de Réunion La Première. Bonsoir à tous, il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez sur Réunion La Première, une édition spéciale consacrée aux dégâts générés par Garance, plus de 24 heures après le passage du cyclone tropical intense. Les Réunionnais ont découvert les traces de son passage. Au lever du jour, des quartiers de Saint-Denis sont méconnaissables, de la boue dans les rues mais aussi dans les maisons en plein centre-ville. De nombreuses familles ont subi des inondations. 140 000 foyers privés d'électricité qui sont donc dans le noir ce soir. D'autres n'ont pas d'eau non plus. Nous ferons le point en direct avec le directeur général de Renéo, Stéphane Laurent, est avec nous. On parlera également des convois exceptionnels en raison de la fermeture de la route du littoral. Des convois pour les soignants, mais aussi pour les passagers qui doivent se rendre à l'aéroport. L'aéroport Roland-Garros qui a rouvert ses portes à 18h30. Premier vol après Garance à 21h. Nous serons sur place avec Claudette Vaiti-Lingom. L'Est particulièrement touché par Garance également. Notre équipe a passé 36 heures au cœur du cyclone, aux côtés des sapeurs-pompiers de la caserne de Saint-Benoît. L'Est complètement coupé du monde, sans aucune communication téléphonique et Internet. Un long format à suivre. Le jour d'après, un peu plus de 24 heures après le passage du cyclone tropical intense, La Réunion découvre l'ampleur des dégâts. Pour vous faire une idée de la puissance et de la violence de Garance, regardez ces images des zones les plus touchées réalisées par les équipes de la préfecture ce matin lors d'une mission de reconnaissance. Un spectacle de désolation depuis les airs, mais également sur terre. Notamment les hauts de Saint-Denis ont été particulièrement touchés. Les chaussées sont méconnaissables. Vous allez voir dans cette propriété un mur de soutèlement a cédé. Le reportage est signé Christelle Fleurycourt. Quand on arrive à la montagne, c'est la première chose que l'on voit. La maison de Philippe
Le mur de son voisin s'est effondré hier, juste après le passage de l'œil du cyclone. Ça a fait un bruit énorme. On a cru que tout s'écroulait. On a cru que c'est la maison qui partait en fait. Comme on était dans la maison, mais on a eu très peur. Donc je suis sorti en catastrophe pour voir ce qui se passait et puis j'ai vu les dégâts en fait. Voilà. Ça s'est tombé en l'espace d'une fraction de seconde. Et une fois l'alerte rouge levée, c'est la solidarité qui s'est déclenchée. Les voisins, les amis, l'ANI donne la main. C'était important parce que je pense que si on était dans la même situation, je pense qu'ils seraient venus nous aider. Donc ça m'a fait plaisir de venir et je pense qu'on l'a quand même pas mal aidé, même si c'est pas fini. Dans les rues obstruées par les coulées de boue, par les arbres couchés, les montagnards s'activent. Ici, dans le chemin des Brises menant au Cap Bernard, certains se retrouvent isolés. C'est impressionnant quand on connaît avant, voir l'après. Mais bon, c'est assez impressionnant de voir ce que peut soulever l'eau, autant de bitume. Plus d'eau, plus d'électricité. Dans les stations essence, on constate aussi les effets de Garance. Là, il remplit groupe électrogène pour gagner survivre un peu ce soir. C'est vrai. C'est regarder un petit peu les informations, regarder un petit peu de télé, écouter un peu ce qui se passe ailleurs et voilà. Plus d'électricité, plus d'eau, plus de réseau téléphonique, coupé du monde. Là, on voit vraiment les dégâts que ça a causé, la pluie sur la route, c'est impressionnant. À la montagne, comme dans beaucoup de quartiers de Saint-Denis, le cyclone aura laissé des traces en ce jour d'après. Et ce rush dans les stations-service est généralisé, rué vers les pompes pour ravitailler notamment les groupes électrogènes à défaut d'avoir de l'électricité, mais aussi pour les véhicules. Illustration ce matin dans cette station de Trois-Mars au tampon, des images signées Jacques Payette. Et je vous le disais, la violence de Garance a été inouïe dans le chef-lieu, notamment dans le quartier de la Source également. Même spectacle de désolation, l'eau est montée jusqu'à 1 mètre de haut. Certains habitants ont tout perdu. Christelle Fleurycourt s'est rendue sur place. Reportage. Paysage de désolation. Au lendemain du passage de Garance, Claude, habitant de la Source à Saint-Denis, a tout perdu. De l'eau arrivée par ici, par derrière à Bellepierre. Et après de l'eau qui arrive aussi par le canal. Les deux ont rejoint. Lorsque sa maison a commencé à être inondée, il a trouvé refuge chez sa sœur, qui constate aujourd'hui l'ampleur des dégâts. Là, dans l'eau d'eau, il est bien monté, le frigidaire flotté. Il est parti, le frigidaire est parti dans le salon. Oui, la hauteur d'eau, c'était bien haute. On regarde là. Le canal situé devant son habitation est sorti de son lit dans la journée d'hier, contraignant cette famille, comme de nombreux autres, à tout abandonner. Parce que ça m'a pensé, William a parti. C'était quel sentiment? On peut rien faire. Est-ce que vous avez eu peur? Oui. De bientôt. Et puis, de bientôt. Quelques mètres plus loin, même scénario. Mais l'habitant de ce logement n'a pas eu le cœur de nous livrer son témoignage. Il ne lui reste plus rien. Ici, dans le quartier de la Source, les dégâts sont considérables. À cet endroit, il y avait un mur avant le passage de Garance et vous le voyez, un mur qui est complètement par terre. On le voit, les parpaings complètement détruits par la force de l'eau, la force du canal, l'habitation complètement endommagée. Par ici, il y avait une autre pièce également entièrement détruite, là aussi par la force de l'eau. Un mur également qui délimitait cette maison. L'eau est montée jusqu'à 1 mètre, nous dit la personne qui occupe le domicile, qui ne voulait pas parler parce qu'il est sous le choc ce matin. Le mur complètement effondré et une habitation complètement détruite ici à la Source où plusieurs maisons sont dans cet état. Et dès la levée de l'alerte rouge ce matin, la population a donc pu se rendre compte de l'ampleur du désastre. Le nord de l'île a été la première zone concernée par le mur de l'œil. Des vents de plus de 200 km/h, des pluies diluviennes dans le quartier de la Providence. Les habitants ont été surpris par une rapide montée des eaux également. La ravine Montplaisir a débordé en seulement quelques minutes. Le phénomène ne s'était pas produit depuis une 50aine d'années selon les riverains. Géraldine Blandin, Thierry Chenailly. Dès l'entrée du quartier, le ton est donné. Les routes sont inondées, la boue est omniprésente et parfois la chaussée a même été emportée.
La Providence à Saint-Denis a été durement touchée par Garance, notamment par les pluies qui en quelques minutes seulement ont fait déborder la ravine Montplaisir. Donc vous voyez, normalement ici ce sont 2 places de parking où nous on range nos voitures. Et comme vous pouvez voir, il y a une voiture qui ça a créé un trou de 3 mètres. Des voitures emportées par les eaux et éparpillées aux 4 coins du quartier. Ce couple vient de retrouver son véhicule dans le jardin d'un particulier près d'une piscine à plusieurs centaines de mètres de là où il était garé la veille. Juste à côté, la route est occupée par plusieurs voitures coincées dans la boue et bloquant ainsi l'accès à la route principale, le boulevard de la Providence, là où se situe la boutique de fruits et légumes de Rambaud. L'homme est stressé à l'idée de voir l'intérieur du magasin. Ah oui, il y a des dégâts. Ah oui, il y a pas mal de dégâts, ouais. Une couche de boue couvre tout le sol de la boutique. En tous les cyclones qui sont passés, dans tous les magasins, c'est la première fois. Les autres sites, ils vont essayer d'ouvrir, si possible. Mais nous, aujourd'hui, on va dire que c'est pas possible. On va dire rendez-vous lundi. Et en plus, il y a du boulot. Du boulot, il y en a aussi chez Stéphane dans la résidence voisine. Le rez-de-chaussée de son appartement a été inondé en une dizaine de minutes. J'ai commencé à entendre des bruits comme si c'était de l'orage, mais c'était pas de l'orage. En fait, c'était déjà les voitures au-dessous du garage. Et après, j'ai commencé à voir l'eau entrer là. J'ai vu comme un torrent derrière d'abord, un torrent. Et après, je suis venu regarder en bas. L'eau a commencé à entrer, mais on peut rien faire en fait. Et j'ai vu aussi les voitures flotter derrière. Les voitures qui sont là, ils sortent du haut, ils sont arrivés là. Plusieurs voitures de la rue sont arrivées dans la cour de l'immeuble, mais aussi dans le parking qui était totalement inondé. Toute l'eau du boulevard s'est écoulée dans ce parking. Ça faisait un siphon, on a pris une vidéo, ça faisait un siphon et toutes les voitures. Là, le portail, il était complètement ouvert comme ça. Là, on l'a remis, mais ça a poussé le portail. 2 voitures sont même coincées à la verticale entre les 2 niveaux du parking, bloquant ainsi l'accès au sous-sol et à tous les véhicules qui s'y trouvent. On reste dans le nord. Regardez le quartier du Butor. Les axes routiers se sont transformés en terrain de boue. Les usagers ont pu y circuler dès la levée de l'alerte rouge, en voiture ou encore en trottinette. Un décor méconnaissable. Preuve que des torrents de boue ont traversé la chaussée. Et des images signées Florence Bouchou. On part dans l'ouest maintenant, un moment difficile pour les familles concernées. Un cimetière de Saint-Paul a été éventré, celui de la Ravine Daniel à la Saline. 11 cercueils sont sortis de terre et 4 cadavres sont remontés à la surface. C'est dire le déchaînement des éléments. Sur le littoral de Saint-Paul, l'étang a atteint un niveau historique. Saint-Gilles a été fortement impacté également par les intempéries. Les habitants ont assisté impuissants à la montée de l'eau dans les rues de la cité balnéaire. Johnny Lérivin, Hermine Alasson. C'est l'une des conséquences les plus impressionnantes du passage du cyclone Garance. Le pont de la ravine Saint-Gilles complètement effondré. Ces piliers n'ont pas tenu face à la force des eaux. La structure n'existe plus et l'accès à Saint-Gilles-les-Bains est désormais impossible de ce côté-là. Plus spectaculaire que dramatique, à Belmen, chemin Maccabi, tout un pan de mur s'est effondré sur la voiture de la famille têtue. Conséquence d'un coup de foudre en plein après-midi, le père de famille raconte. Il y a les éclairs. Tout d'un coup, quand on est arrivé, il a fait bouf. Quand il a pété, le mur, tout là-dedans. L'explosion carrément. Ah oui, c'est comme un coup de bombe. Ça, le poteau, il est là. Ouais. Juste là, même la fichier là-dedans, direct coupé. Là-dedans, direct comme il est. Du côté du chemin de l'Ermitage, cette famille a été surprise par la subite et grosse montée des eaux. Le canal d'à côté qui jouxte la maison a gonflé et les eaux ont débordé dans toute la maison. Les dégâts sont considérables et la colère grande. D'un coup, mais je ne connais pas comment l'arrivée. De l'eau arrive dans mon case, la montée petit à petit, et toute de l'eau sort dans le chemin. Parce qu'en fait, on a dû faire la canalisation, de l'eau t'évacue pas, donc toute la rentre dans mon case. C'est la famille, ben, il faut nous mettre la main ensemble. Ils ne calculent plus, rien à calculer, il faut nous nettoyer, il faut nous anticiper. Juste à côté, la maison de Nadia, en plein désarroi. Ici aussi, l'eau est entrée et dégradé une bonne partie de son intérieur. Voilà, je suis là. La maison là, un petit peu plus haut, nous disait,
si on rentre pas là-bas, il y a une histoire un peu de même. Ben, quand on tourne le dos, t'es trop tard. Nous étions surpris? Ah, nous t'es surpris. Nous t'es sorti de table. Nous t'es encore à table, la pluie l'arrivée. Là, commence à tirer les rideaux pour caler un peu la pluie. Mais après, là, il était trop tard. Ma fille est partie derrière parce que la cousine est en train de la téléphoner pour dire qu'elle est inondée. Nous dit non, ben, nous ferme devant pour l'eau et nous va passer derrière parce que l'été, l'alerte rouge, on peut pas sortir sur la route. Nous passe derrière, ma fille passe derrière pour aller voir ma cousine et il entend ma fille crier maman, viens vite, il y a de l'eau. Ben, quand elle est arrivée avec mon mari, ben, m'a mis ma main sur ma tête. L'église du quartier de l'Ermitage n'a pas été non plus épargnée. De la boue tout autour, de l'eau dedans, conséquence de ces débordements. Et là encore, tout est sorti de l'étang d'à côté. Quand la ravine descend, ça cale l'eau et ça retraverse vers les habitations des rayonnés. Mais la solution, c'est il faut, à chaque fois avant il y a le cyclone, il enlève tout ça. Même si on pense les poules d'eau, pense les êtres humains d'abord que le poule d'eau. Encore une fois, le quartier de l'Ermitage a été touché, gravement touché par le cyclone Garance. Les eaux de boue sorties du canal d'à côté ont débordé, ont envahi tout le quartier, sont même arrivés ici jusqu'aux portes de l'église. Et presque un peu par miracle, le gros de la boue n'est pas entré dans l'église, mais il y a quand même des dégâts et surtout beaucoup de nettoyage à faire. Et nous reste dans l'ouest, dans les Hauts, nous ça va Mafat, où nous ça rejoindre un habitant du cirque en direct. Bonsoir Jonathan Libel, où les giteurs à Mafat. Nous n'avons pas eu trop de nouvelles du cirque. Garance la frappe fort là-bas, c'était quoi les conditions? Bonsoir, nous, oui, il a bien bougé, pas de cirque, hein. Beaucoup de vent surtout, et donc peur que de mal. Alors, votre gîte a été aussi réquisitionné pour accueillir justement des sinistrés. C'était donc un centre d'hébergement. On avait de monde la nuit réfugiée azote pendant Garance? Alors oui, la mairie l'a contacté à moi pour un gîte en hébergement. Donc non, il n'y avait personne. Tant... Alors, pas de sinistrés du côté de Mafat dans les centres d'hébergement. Explique à nous, c'est quoi un peu la situation sur place au niveau de l'eau, l'électricité, réseau, comment il est? Alors, l'électricité, nous dépend du solaire. Nous avons un groupe électrogène en complément. Et après, donc l'eau n'est pas potable. Hein. Donc après, la mairie de la possession nous a dit qu'il y a de l'eau à l'école. Donc l'eau potable, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, ça va, tout le monde est bien. Alors, où la sorte d'autres cases ce matin après l'alerte rouge, n'a pas compte de dégâts justement par côté de chez où, les voisins, comment il est? Alors ouais, comme on sort de chez moi, quand on a réveillé quoi, donc beaucoup de pieds de bois cassés. Donc après aux alentours, donc voilà, nous on est là quand même à l'entraide, donc nous l'appelle chacun l'un et l'autre pour savoir si tout va bien, tout le monde va bien, important. Merci beaucoup Jonathan Libel. On a un petit message à faire passer à toute bonne Réunionnais, au Mafaté. Courage tout le monde, hein, surtout dans les bases que nous voit sur le réseau que il fait peur. Donc, courage tout le monde et bonne soirée à toutes. Merci Jonathan pour ce point complet du côté de Mafat après Garance. Et puis, les renforts s'organisent pour gérer cet après Garance. 15 sapeurs-pompiers de Mayotte, justement, ont pris le départ ce matin pour arriver à l'aéroport Roland-Garros. Au total, 104 sapeurs-pompiers et personnel de la sécurité civile et du commandement opérationnel étaient mobilisés dès ce matin pour aider à la réhabilitation des axes routiers et pour aider également la population. Et le préfet lui avait promis de se rendre sur le terrain, et notamment dans les communes les plus touchées par Garance. Et il a choisi de commencer par Saint-Benoît, où il s'est rendu ce matin. Claudette Weitilingom et Alix Catherine étaient sur place. Dès sa visite à la sous-préfecture de Saint-Benoît, le préfet peut se rendre compte de l'état des dégâts sur la deuxième plus grande commune de la Réunion. Elle a été touchée par les forces du vent, tout comme la mairie. Notre poste de commandement communal, qui a l'habitude depuis des années et des années de se tenir dans cette pièce, a dû être évacué en pleine situation de crise, en pleine alerte violette. Donc on s'est mis en sécurité, on s'est barricadé et on a attendu la fin de l'événement. Un tour de table ensuite avec les différents responsables de service permet aux représentants de l'État de définir une priorité. Il y a une priorité dans les priorités, c'est le rétablissement de l'électricité. Parce que l'électricité, c'est les frigos, c'est évidemment la sécurité
Et puis, ça conditionne l'alimentation en eau potable aussi. En ce moment, il y a 7 hélicoptères qui sont en train de survoler les lignes de façon à déterminer les priorités en termes de rétablissement. Le maire accompagne le préfet pour une déambulation dans le centre-ville. Et certains qui ont tout perdu n'hésitent pas à les interpeller. On n'a plus de maison, on n'a plus de... le toit s'est envolé, les murs, tout, parce que c'est en bois placo. Là, actuellement, on est SDF. On a perdu le toit de la maison, et le balcon s'est effondré et la maison c'est une passoire quoi. On a des seaux, on a des serpillères, on a tout par terre et donc hier soir on a dormi dans la voiture. Parce que on a 2 chambres en haut, mais avec le bruit de l'atoll, on avait peur. Les centres d'hébergement à Bras-Fusé et à Sainte-Anne sont saturés. La commune a un besoin urgent d'une centaine de places supplémentaires. Et pour aider ces familles et la commune à se remettre de cette catastrophe, le maire en appelle à la solidarité. Moi, j'appelle aussi à la solidarité de mes collègues, maires de La Réunion, notamment ceux qui ont été moins impactés par le cyclone, pour que, ils nous accompagnent en termes de moyens matériels pour dégager les routes, pour aider les sinistrés, pour des moyens en vivre également. Certains commerçants, eux, interpellent le maire à propos des pillages. La porte du marché couvert est grand ouverte, c'est comme un libre service. Il devait avoir au moins quelqu'un, pour l'instant, jusqu'à la réparation au moins de la porte. J'ai vu des gens passer avec des saucisses, un peu de viande. Depuis le cyclone, ils ont chargé. Moi, j'ai perdu beaucoup, environ entre 15 et 20 000 euros de pertes quand même. Les tensions sont vives et le défi est grand pour le maire face à ses 40 000 habitants pour rétablir eau, électricité et réseau mobile. Mais il faudra du temps pour reconstruire Saint-Benoît. Manuel Valls, lui, se rendra à La Réunion dans les prochains jours. Le ministre des Outre-mer qui poursuit les échanges avec le préfet et les élus pour évaluer les dégâts sur place. Il apporte tout son soutien aux Réunionnais. On l'écoute. Laissez-moi rentrer à Paris, prendre la mesure des choses. Enfin, 4 morts, c'est beaucoup. Des destructions importantes, problèmes d'accès à l'eau, notamment des coupures d'électricité. J'adresse évidemment tout mon soutien, ma solidarité à nos compatriotes réunionnais. Ils ont besoin de l'État, donc l'État sera présent. On va regarder ça de près. Je dois gérer mes décalages horaires. Et près d'un tiers de La Réunion est sans électricité. C'est le cas notamment à Saint-Philippe, où l'ensemble du territoire communal a été plongé dans le noir dès les premières bourrasques de vent du cyclone. Une situation qui pourrait prochainement impacter la distribution en eau. Comment cette situation est-elle vécue sur place? Le reportage de Loïs Mussard et Lise Dumont. Chez les Lecniques à Basse-Vallée, l'heure est au nettoyage. Une occupation pour ne pas trop penser à la coupure d'électricité provoquée par le passage de Garance. Mais Lauriane et sa fille Ambre prennent l'affaire avec philosophie. Comme quand on était petite, les cyclones sans électricité, là, ce qui est plus difficile finalement, c'est le stock qu'il y a dans le réfrigérateur et le congélateur. Après, le reste sans électricité, on fait sans et on s'organise comme ça. Ça permet de renouer les liens avec la famille, de jouer avec des jeux de société, de se ressourcer. Donc franchement, je trouve que ça fait du bien un peu une coupure comme ça. Une coupure qui n'est cependant pas sans conséquences pour les habitants de la commune. Alors, en attendant le retour de l'alimentation électrique, Giovanni a décidé de prêter main forte à son entourage avec son groupe électrogène. Le groupe électrogène, il sert à moi, il sert à beaucoup de mes collègues et de mes amis, de mes concitoyens que n'a point de groupe. Et du coup, il vient un petit peu en aide aussi. Voilà, tout en coopérant, en participant, en partageant pour aider tout le monde. La priorité, c'est pour c'est congélateur déjà en premier parce que manger, comme là, tout ça fait augmenter. Donc congélateur, frigidaire et tout ce que nous peut recharger, comme les batteries pour les téléphones, etc., etc. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de personnes à avancer, à gagner des heures. Du temps pendant lequel les équipes techniques de la municipalité ont sorti les tronçonneuses. De nombreux arbres, des branchages obstruent les axes routiers et c'est la course contre la montre pour rétablir la circulation. Donc nous avons eu des vents qui dépassaient les 150 km/h, donc vous constatez de visu tous les dégâts provoqués notamment sur la végétation. Donc le réseau routier a pris effectivement le coup et également le réseau électrique. Donc nous avons toute la commune qui est privée d'électricité à la minute où je vous parle, ce qui signifie que dans quelques heures il y aura effectivement un problème d'alimentation en eau. En effet, faute d'électricité, l'usine australienne ne pourrait plus fonctionner. Or, dans le cadre de son partenariat avec la commune et Sudéo, c'est elle qui assure la distribution en eau à Saint-Philippe.
Les techniciens d'Australine avaient tout prévu avec un groupe électrogène qui a pris le relais sur les hauteurs de Basse-Vallée. Encore faut-il pouvoir y accéder. L'intérêt de décalage de la route, c'est qu'on puisse nous refournir rapidement notre groupe électrogène en essence pour pouvoir assurer l'alimentation en eau de la population de Saint-Philippe et aussi de Australine, l'usine. Plusieurs habitants du quartier et des agriculteurs se sont également mobilisés pour déblayer la route. Un chantier colossal, car la route forestière de Basse-Vallée a été recouverte d'un tapis vert sur plus d'1,5 km. La route est bouchée. Là, nous fait un petit chemin, un petit passage pour nous gagner passer. Le temps que l'ONF arrive, il fait le nécessaire parce que là, nous arrivons sur notre terrain. Les renforts de l'ONF sont venus compléter un dispositif avec un objectif commun, permettre de rétablir la liaison vitale de Basse-Vallée pour éviter que Saint-Philippe n'ait à subir la double peine, coupure d'électricité et d'eau. Et la mairie de Saint-Philippe qui a pris un arrêté d'interdiction sur les aires de pique-nique, notamment à Baril-les-Bains et au Cap-Méchant. De nombreux arbres sont menaçants sur ces sites. Image signée Loïs Mussard. Des toits envolés, des portails arrachés, des maisons emportées. Les Réunionnais constatent donc les premiers dégâts de Garance et ils sont colossaux. Les propriétaires et locataires vont devoir se tourner vers leurs assureurs et effectuer les premières démarches. Je vous propose d'écouter les conseils du président du comité des assureurs. Il était notre invité ce midi. Aujourd'hui, phase de sauvegarde. J'identifie les dégâts. Bien évidemment, la toiture emportée est une urgence absolue. Et pour ceux qui ont des dégâts moindres, c'est-à-dire infiltration par façade, infiltration par les baies vitrées. Alors que faire? Une déclaration à son assureur, joindre quelques photos, et à ce moment-là, on demandera des devis et intervention d'un expert pour la prise en charge des dégâts. Alors, vous avez un message à passer justement aux assurés qui sont un peu paniqués face à peut-être à l'ampleur des dégâts. Comment les rassurer? Comment les rassurer? D'une part, de leur dire qu'avant tout, vous ne prenez pas de risques. Inutile de prendre des risques là-dessus. Votre assureur va vous suivre dans vos démarches. Rassurez-les bien. Donc, préservez-vous. Prenez des photos et tranquillement faites l'inventaire des dégâts qui impactent votre bien. Mais vous avez également dans vos images, on montre des voitures qui ont été emportées. Là aussi, il y a une grande détresse des familles. Comment ça se passe pour les voitures qui ont été emportées? Alors pour ces voitures, vous aurez, pour ceux qui bénéficient de la garantie tempête, donc c'est mentionné au contrat, donc jetez un œil sur vos contrats dès maintenant, vérifiez que j'ai bien la garantie tempête, dès lors que vous avez cette garantie tempête, vous serez pris en charge par votre assureur. Et donc, ceux qui ne l'ont pas? Ceux qui ne l'ont pas, ils font comme la déclaration auprès de l'assureur, donc là, des dispositions peuvent être prises par leur assureur, mais néanmoins, je pense que la grande majorité de nos Réunionnais savent l'importance d'un véhicule, donc ils ont la garantie tempête, ouragan, cyclone, le titre de la garantie incendie au niveau du contrat, faire leur déclaration. Pour les véhicules qui ont été emportés, qu'on ne trouve plus de traces, bien évidemment, on aura les éléments de preuve matérielle, ma carte grise que je dispose, et l'évaluation sera faite par un expert dédié par l'assureur. Et de nombreux Réunionnais se trouvent encore ce soir sans eau. Faisons un point sur l'alimentation en eau avec notre invité qui est avec nous en direct. Nous sommes avec le directeur général de Renéo. Bonsoir Stéphane Laurent. Et quelle est la situation à cette heure pour votre réseau? Quelle est la part d'usagers de Renéo qui est encore privé d'eau ce soir? Alors, à l'heure où on se parle, nous avons à peu près encore 50 000 abonnés qui sont privés d'eau ou qui ont des perturbations sur l'alimentation en eau. Et ces 50 000 abonnés sont essentiellement concentrés sur Saint-Denis, puisque ça représente à peu près 45 000 abonnés concernés par ces coupures d'eau sur Saint-Denis. Alors, qu'est-ce qui coince justement au niveau de Saint-Denis ? Alors, plusieurs choses. Depuis le passage de Garance, en fait, on a rencontré 3 problématiques principales. La première concernait l'alimentation en énergie électrique de nos stations de pompage, stations de traitement. Et donc, on a fait un gros travail depuis ce matin avec les équipes d'EDF pour remettre en service petit à petit chacune des installations. Donc ça, à l'heure où je vous parle, il en reste que 2 ou 3 qui sont encore sans alimentation EDF, mais on a prévu pour certaines d'entre elles des groupes électrogènes. La deuxième problématique que nous avons rencontrée, ce sont les casses de canalisation qui traversent des ravines et qui ont été emportées par les flots. Donc là, toutes nos équipes ont été mobilisées depuis ce matin pour réparer ces canalisations. Donc ça, à l'heure où je vous parle, c'est aussi réparé. Par contre, la troisième problématique et la plus importante que nous rencontrons sur Saint-Denis, c'est les images que vous voyez sur l'écran. C'est l'obstruction du captage de la rivière Saint-Denis. Vous voyez, en fait, il est totalement obstrué, donc nous n'arrivons plus à
pomper l'eau brute pour la traiter et la distribuer aux Dionysiens. Et donc là, il y a des opérations qui ont commencé cet après-midi avec des travaux spéciaux, une intervention par hélicoptère pour essayer de désobstruer le plus rapidement possible ces branches. Et ça va continuer demain matin. Les premières estimations nous laissaient à penser qu'on mettrait 2 à 3, 4 jours peut-être pour faire ce travail. Le retour des équipes là que j'ai eu ce soir nous laisse à penser que peut-être que demain soir ou lundi, tout pourrait rentrer dans l'ordre, mais je préfère être prudent parce que c'est une situation que nous n'avons jamais rencontrée, une situation vraiment exceptionnelle, qui est une première. Des renforts sont mobilisés, Monsieur Stéphane Laurent, justement pour aider, justement que ce soit plus rapide ce réseau d'eau et qu'il soit en place et opérationnel au plus vite. Oui, nous avons fait appel à tous nos partenaires, des sous-traitants. Là, je parlais des travaux spéciaux tout à l'heure. Ce sont des partenaires avec qui nous avons l'habitude de travailler, qui sont mobilisés qui ont été mobilisés de manière très rapide. L'ensemble des équipes de Renéo est d'ailleurs sur le pont pour gérer tous ces sujets-là. Et j'en profite pour passer un message. Je sais que la situation est difficile et je comprends d'ailleurs le désarroi de beaucoup de Dionysiens, notamment qui ont subi des dégâts, des coulées de boue, etc. et qui ont besoin d'eau. Mais croyez bien que nous faisons le maximum. Les équipes de Renéo sont à 200% pour redonner de l'eau au maximum aux Dionysiens. On va donc faire preuve encore un peu de patience. Merci beaucoup Stéphane Laurent d'avoir répondu à nos questions ce soir. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Renéo. On parle à présent d'électricité. À 14h, 140 000 personnes étaient encore privées d'électricité. Le sud, on l'a vu notamment à Saint-Philippe, est particulièrement impacté par les coupures d'électricité. Illustration également au tampon où des câbles électriques jonchent le sol. Depuis ce matin, les agents d'EDF sont à pied d'œuvre pour rétablir le courant. L'électricité qui a également des conséquences sur le réseau d'eau. Laurent Figon, Jacques Payette. Au snack bar de Boiscourt, les portes sont fermées et pour cause, il n'y a plus d'électricité. Les gérants ont dû pallier au plus pressé en installant un groupe électrogène. À l'intérieur, on a nos fournitures que nous avions fait, nous avons eu le temps de faire les courses avant le cyclone, malheureusement. Et du coup, là, monsieur est parti chercher un groupe professionnel parce que ça là, c'est un petit groupe ménager, entre guillemets. Et nous avons testé ce matin donc les bons, ils portent, mais il faut plus gros. Donc du coup, ça va vitement pour essayer de faire un petit pansement, on va dire, pour pas tout perdre. Le problème pour Boiscourt, c'est qu'une ligne à moyenne tension de 15 000 volts est tombée, court-circuitant tout le quartier. Tant que cette ligne n'est pas réparée, les usagers n'auront pas de courant. Depuis ce matin, 200 agents d'EDF et 20 entreprises sous-traitantes sont à pied d'œuvre pour réparer les dégâts. Ici, à la Petite Île, il faudra 3 heures pour réparer cette ligne et réalimenter ainsi les 5000 foyers. Ce qu'il faut comprendre dans un système électrique, il y a des gros tuyaux, des petits tuyaux, des moyens tuyaux. Tant que l'alimentation n'est pas sur les grandes lignes, ça ne sert à rien d'aller alimenter les petits fils. Donc si on commence pas par ça, les gens n'auront pas d'électricité, même si on répare un câble basse tension aux abords d'une habitation. À Piton-Hyacinthe, il n'y a plus d'électricité et en conséquence, il n'y a plus d'eau non plus au robinet. Pour Lucien Payette, c'est une catastrophe. Cet agriculteur s'est lancé depuis 1 an dans la production de bread en hydroponie, une production gourmande de 1000 litres d'eau par jour. C'est une appoint de courant pour faire marcher les pompes, nous battus, nous les perdus. Et puis en même temps, il faut l'eau d'irrigation aussi. Ces 2,5 hectares en poireaux et salades cultivés en plein champ sont eux aussi perdus, même si une dérogation préfectorale permet aux agriculteurs de vendre directement leur production aux consommateurs jusqu'au 3 mars. Ah, le plein champ, il faut recommencer. Là, le cyclone l'a abîmé. Et là, ça qui abîme plus son cours là maintenant, c'est là nous l'on le vent. Et avec le gros soleil comme ça, ça les fatal. C'est pour ça qu'il reste les fatales. Le problème dans la vente directe, c'est que le produit, les vilains, maintenant, il doute que le monde va acheter, parce que c'est pas un légume. On aura très peu de feuilles à manger et tout le reste est trop abîmé. Garance a aussi comme triste record celui d'avoir fait coucher 21 pylônes de 63 000 volts dans l'Est. Il faudra attendre l'arrivée des équipes spécialisées dans ces interventions venues de l'Hexagone et l'installation de ces 21 nouveaux pylônes pour que l'île retrouve une situation de nouveau normale. Et beaucoup de dégâts également sur le réseau électrique dans le nord. De nombreux poteaux n'ont pas résisté aux rafales de vent, comme a pu le constater Florence Bouchou cet après-midi à Saint-Denis. C'est avec l'appui de l'armée que certains arbres ont dû être coupés pour libérer des routes et des chemins. Enlever les branches et les troncs, c'est une chose, mais les câbles électriques emmêlés dedans et à terre, c'en est une autre.
Dans les Hauts de la Bretagne, les pylônes qui desservent des groupes d'habitation ont plié comme des brins de paille. Dans des chemins, les câbles d'alimentation traînent et seuls les techniciens habilités par EDF sont en mesure de les approcher pour les déplacer. Les riverains ne doivent jamais ramasser ou pousser un câble à terre, c'est très dangereux et potentiellement mortel. Les personnels d'EDF disposent d'un matériel spécifique pour remettre en état les lignes arrachées. En cas de danger ou d'urgence, vous pouvez contacter le 0800 333 974. Et je vous rappelle donc le numéro d'urgence EDF 0800 333 974. N'hésitez pas. Et on part à présent du côté de Salazie, la route de Salazie qui est rouverte à la circulation. Elle sera en revanche fermée ce soir de 21h jusqu'à demain matin 6h par mesure de sécurité pour permettre des travaux de purge demain. Et puis, bonne nouvelle, la RD 52 route de Grand-Îlette est également rouverte à la circulation, tout comme l'axe du Cap Laoussé. Et des convois exceptionnels sont mis en place en raison de la fermeture de la route du littoral, des convois pour les soignants, mais aussi pour les passagers qui doivent se rendre à l'aéroport sur présentation d'un justificatif qui est demandé au niveau de la zone de contrôle. Vous voyez justement les automobilistes qui patientent lors de ce convoi exceptionnel. Je vous propose de prendre la direction de l'aéroport où nous attend notre journaliste Claudette Vaïti-Lingom. Bonsoir Claudette, l'aéroport a ouvert ses portes à 18h30, premier vol à 21h. Il y a du monde derrière vous, c'est le rush à l'aéroport Claudette. Oui, bonsoir Gaël, bonsoir à tous. Effectivement, l'aéroport est de nouveau fonctionnel. Cet aéroport, comme d'autres bâtiments, a connu aussi des infiltrations. Il y avait donc, fallait nettoyer, remettre tout en ordre afin de bien accueillir les passagers. Alors, il fonctionne en mode dégradé parce que tout le personnel n'a pas pu se rendre sur leur poste de travail ce soir. Il y a donc un filtrage à l'entrée de l'aéroport. On a fait rentrer les gens en fonction de leur heure de départ. 4000 personnes sont attendues jusqu'à minuit ici à Roland-Garros. Tout a été fait pour accueillir les passagers dans les meilleures conditions, comme le souligne Stéphane Courtois, le directeur des opérations de l'aéroport. Depuis ce matin, donc depuis la levée de l'alerte rouge, même avant, l'ensemble des équipes s'attellent à rouvrir l'aéroport dans des bonnes conditions. Donc on a fait ce matin l'ensemble des contrôles obligatoires au niveau sécurité, au niveau sûreté. Donc on est plutôt confiant puisque tout fonctionne plutôt bien. Maintenant, donc au niveau, on a beaucoup travaillé sur le programme de vol. On a beaucoup de vols qui sont programmés dès 18h30 ce soir, enfin dès 19h ce soir. Et donc on a mis en place un dispositif forte affluence, celui qu'on met généralement pendant les périodes de haute saison. On a bien évidemment l'ensemble des équipes qui ont été rappelées, donc du personnel supplémentaire qui est de repos, qui vient aussi bien chez nous que le personnel des assistants et des compagnies aériennes. Voilà, donc un dispositif renforcé pour accueillir les 8000 passagers qu'on attend cette nuit sur l'aéroport. Alors Gaël, au départ ce soir, pour non pas les 4000 mais les 8000 passagers qui sont attendus jusqu'à minuit, plusieurs destinations à partir de 21h comme Maurice, Bangkok, Johannesburg et Paris. Paris où va se rendre Sabrina. Bonsoir, alors dites-nous. Bonsoir. Ces vacances sont les bienvenues, heureuse de partir? Heureuse de partir, on devait partir jeudi soir. On avait prévenu l'école qu'on ne serait pas là vendredi. Avec le cyclone, l'école est fermée, les enfants sont pressés. Ils sont fatigués d'attendre et là on est bien content de partir. Vous allez à Paris, il fait un peu frais, ça va faire du bien? On devait partir à Paris, prendre la fraîcheur, étant donné qu'ici il fait très très lourd. Et finalement on va partir directement à Toulouse lundi, notre programme de Paris va être annulé. Est-ce que vous avez été bien informé des changements de vol? Mardi soir je suis passée à l'agence Air Austral, je leur ai donné mon adresse mail et en fait j'ai été au courant immédiatement. Alors vous partez avec vos enfants, toi tu vas partir à Paris, viens avec moi pour me dire c'est quoi le programme pour les vacances à Paris? On va aller au musée du Louvre, après on va aller à l'aquarium de Paris, après on va aller à la Tour Eiffel.
Voilà, un beau programme. Alors on te souhaite des bonnes vacances à ta maman et à tes sœurs aussi. Voilà donc ces heureuses petites vacancières qui vont donc prendre l'avion tout à l'heure. Alors pour se rendre ici à l'aéroport, Gaël, on peut profiter des convois. Vous l'avez dit qu'il y avait des convois et on peut profiter des convois qui traversent la route du littoral. Et pour en bénéficier, il faut juste prouver qu'on prend l'avion, montrer son billet d'avion et à ce moment-là, on peut profiter de ce convoi. Il y en a eu un à 18h, il y en aura un autre à 21h et demain, ces convois seront reconduits. Il faudra regarder sur le site de l'aéroport à quelle heure ils sont prévus. Et pour ceux qui ont amené des passagers ici à Gilo, eh bien eux, ils ne pourront pas profiter de convois. Il va falloir qu'ils prennent ou la route des Plaines ou la route des Laves pour rentrer chez eux parce que la route du littoral donc reste fermée et la route de la montagne, elle aussi, est fermée pour l'instant. Et oui, compliqué pour les accompagnateurs et on voit ce grand rush du côté de l'aéroport, les passagers qui ont dû se réorganiser. Merci beaucoup, Claudette Weitilingom, en direct de l'aéroport devant la caméra de Willy Fontaine. Parlons à présent des dégâts matériels de Garance, mais du côté du CHU Félix Guyon. Une cellule de crise a été activée avec un point important. Comment reprogrammer l'activité médicale durant l'épisode cyclonique? 3700 appels ont été enregistrés par jour, le double du quotidien. Le plus important est à venir pour le SMUR. Les prochains jours qui se profilent sont donc sous tension. Amandine Rivière, Daniel Fontaine. Nous sommes au CHU, ici dans la cellule de régulation, ici une quarantaine d'agents s'affairent à répondre aux coups de téléphone qu'ils reçoivent depuis jeudi matin, 7h. Par jour, ce sont plus de 3700 appels qui sont filtrés. Juste à côté, une cellule de crise pour les appels les plus urgents. Deux possibilités, soit on se dit qu'on laisse rouler à domicile et on se tient au courant par rapport à l'évolution des choses. Il faut bien savoir que pendant l'alerte rouge, le déploiement des secours est excessivement compliqué et conditionné à autorisation. Dans l'alerte violette, il n'y a pas de déploiement de secours. Donc vous avez des patients qui sont fragiles, qui sont malades et qui ont été blessés également par le cyclone, qui vont maintenant que les routes sont ouvertes, à nouveau venir aux urgences en fait. Donc le gros du travail, en tout cas au niveau des urgences, commence à partir de maintenant. Depuis 72 heures, on a des cellules de crise. 2 fois par jour. On va faire la 8e cet après-midi. Il y en aura une demain également. Et il y a 50 professionnels, des médecins, des directeurs, des personnes, des fonctions support, logistique qui se réveillent en cellule de crise. Une cinquantaine de personnes, une cellule de crise CHU, GHER. Et il y a eu 2000 professionnels de terrain qui se sont réveillés pour assurer la sécurité et la santé des Réunionnais pendant toute cette période-là. Depuis jeudi matin, les équipes enchaînent les cellules de crise au CHU, au GHER, où les dégâts matériels sont importants. Plusieurs patients ont dû être déplacés. Les dialyses sont reportées ou réorientées vers les centres les plus proches, en attendant que l'hôpital soit réalimenté en eau. Garance a eu un impact très fort sur le bâtimentaire des hôpitaux. Une crise comme ça, une crise cyclone, c'est un peu comme un escape game, c'est-à-dire on va mettre les gens dans un local, on va fermer toutes les portes et pour pouvoir sortir, il va falloir régler tout un tas de problèmes. On va être appelé parce qu'une fenêtre a explosé, parce qu'un couloir est inondé, parce qu'un bloc opératoire est fermé. On a eu des blocs opératoires qui se sont mis à fuir pendant une opération, donc on a dû sortir le patient pendant l'opération pour le changer de salle d'opération. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est des challenges qui se présentent. Les équipes médicales ont été renforcées. Certains restent encore sur place après 3 jours de cyclone sur une base de volontariat. Toute l'activité médicale est en train d'être reprogrammée également. Et puis surtout, appeler les urgences qu'en cas d'urgence absolue ou d'urgence réelle. Le plus important est donc à venir pour le SAMU. Je vous propose à présent de faire un point sur le réseau Internet. 139 000 abonnés étaient privés de réseau ce matin. On rejoint tout de suite Emmanuel André, directeur général de ZEOP. Bonsoir, monsieur André. On avait parlé d'une casse, d'un câble très important, le câble Métis. À cette heure, où est-ce qu'on en est ? Alors effectivement, le câble Métis, c'est entre 40 et 50% du trafic Internet de la Réunion. Et il a rompu hier, en tout cas il ne fonctionnait plus. Et au terme d'une opération qui a duré une partie de la nuit, le service a été rétabli. Alors, donc depuis aujourd'hui, vous devez constater pour tous les opérateurs, puisque tous les opérateurs sont présents sur ce câble, un débit qui est nettement meilleur. Alors quelle est la situation pour les abonnés de ZEOP ? Vous avez des chiffres à nous communiquer ? Alors nous sommes dans les mêmes proportions que les autres, très touchés
principalement par les problèmes d'énergie. Et au fil de l'eau, quand l'énergie revient, on arrive à remonter les services. Nous sommes en diagnostic encore des endroits qui ont été plus touchés. Je pense notamment aux routes dans lesquelles les câbles de fibre ont pu être sectionnés. Mais globalement, ça remonte assez vite. Et chaque fois que l'EDF arrive à nous renvoyer l'énergie, je sais que le travail est très très costaud pour eux, eh bien les services remontent. Donc aujourd'hui, c'est plus d'une dizaine de milliers d'abonnés qui sont remontés. Et nous sommes encore à une trentaine de pourcents d'abonnés qui n'ont pas le service. Encore une fois, je le répète, en grande majorité pour des raisons d'énergie. Alors quelles sont les priorités justement pour les équipes de ZEOP pour rétablir le réseau au plus vite ? Alors c'est le diagnostic tout d'abord. Les routes sont, vous le savez tous, difficiles d'accès, mais nous sommes arrivés à quasi terminer l'inventaire de nos avaries. Elles sont nombreuses, plus dans le nord et dans l'est que dans l'ouest et dans le sud. L'est est très touché, le nord très touché, et donc on organise déjà, d'ores et déjà, la reconstruction et des routes alternatives dès qu'on le peut. Alors nord et est très touché, ça veut dire que les abonnés du nord et de l'est vont devoir encore patienter ? Alors c'est très variable en fait, selon les restaurations de services. On peut avoir dans la ville de Saint-Denis des situations assez différentes selon la nature des dégâts et selon les branches de réseau qui sont touchées. Mais je dirais que oui, en proportion, on a une part plus grande sur le nord et sur l'est de clients qui sont touchés. Merci beaucoup pour ce point complet, Emmanuel André, directeur général de ZEOP. Et tout est mis en œuvre, bien évidemment, pour que ce réseau Internet soit rétabli au plus vite. Merci beaucoup. Merci à vous. On part dans l'Est, justement, on vient de le dire, particulièrement touché par Garance. Notre équipe a passé 36 heures au cœur du cyclone, aux côtés des sapeurs-pompiers de la caserne de Saint-Benoît. L'Est complètement coupé du monde, sans aucune communication téléphonique et Internet. Jean-Marc Coyenne et Willy Fontaine nous font le récit de ces heures particulièrement mouvementées. Regardez ce long format avec des images de l'Est que vous n'avez pas encore vues. Vendredi matin, 9h30, Garance s'abat sur la caserne des pompiers de Saint-Benoît. Pendant près de 3 heures, un véritable tourbillon de pluie et de vent s'empare de la toute nouvelle caserne. Regardez ce déchaînement de vent et de pluie dans la cour des pompiers en ce moment. On est vraiment là dans le cœur du cyclone. Regardez la tour des pompiers. Il y a des antennes qui sont en train de s'envoler. On va quand même être un petit peu à l'abri, mais je peux vous dire qu'ici ça souffle très fort, très très fort en ce moment. Nous n'avons pas d'autre solution alors que de nous replier derrière les camions. En raison de la coupure d'électricité, impossible de fermer les garages. Le vent emporte même les casques et les tenues des pompiers avant qu'ils soient mis à l'abri. Alors que la toiture menace de s'envoler, nous trouvons refuge dans la cantine de la caserne où 3 pompiers sont obligés de maintenir la porte fermée. Vous voyez ici derrière, on est en train de tenir la porte parce que ça continue à souffler très fort. Et là, de l'autre côté, on constate les dégâts, on regarde les arbres qui sont arrachés. Mais je peux vous dire qu'ici, depuis un quart d'heure, 20 minutes, ça souffle vraiment très fort. Un quart d'heure plus tard, nous tentons une sortie pour constater les dégâts. Venez voir. Ça souffle encore très fort. Au loin, on aperçoit déjà des toitures envolées et juste à côté de la caserne, des conteneurs de restauration rapide basculés sur le talus. Nous tentons alors de rejoindre le garage et la cour où nous étions tout à l'heure. Et là, nous constatons les dégâts. La cour de la toute nouvelle caserne de Saint-Benoît est complètement inondée. À l'entrée des garages, plusieurs volets ont été enfoncés par les rafales de vent. Au loin, on aperçoit aussi un conteneur venu s'encastrer dans un engin de chantier. Et ça va souffler ainsi, tourbillonner pendant près de 3 heures. À midi, quand l'alerte violette est levée, la première image que nous enregistrons est celle de cet homme qui déambule sur le parking d'une grande surface alors que les vents et la pluie ont à peine faibli.
Il faudra ensuite attendre 15 heures pour que les pompiers soient autorisés à effectuer une première reconnaissance. Et immédiatement, on constate l'ampleur des dégâts. À peine sorti de la caserne, l'engin des pompiers est bloqué par une ligne électrique qui leur barre la route. Ensuite, ce n'est que dévastation. Des arbres cassés en deux, des pylônes qui ne tiennent plus qu'à quelques fils distendus, des murs renversés, des volets arrachés, et ici, la toiture d'une maison qui s'est envolée sur des dizaines de mètres pour atterrir de l'autre côté de la rue. Ce paysage, on le découvre partout. Des câbles en travers de la route, des arbres couchés sur la chaussée. Tous les 50 mètres, quand on roule vers les hauteurs de Saint-Benoît, eh bien, on doit zigzaguer. Un peu plus haut, vers Bourbier-les-Hauts, les champs de canne sont pliés. Les bananiers, eux, sont carrément décapités. Quand nous arrivons à la petite école Rennes-Pitou de Bourbier-les-Hauts, c'est un spectacle de désolation. Toutes les classes installées dans des structures modulaires sont dévastées. Cet homme, lui, nous arrête pour nous demander si la route est dégagée vers Saint-Benoît. Il n'y a plus de case. Non, on l'a plus. Là, mais de toute manière, gentil savoir là. Le toit, voilà le toit là, va dans l'autre côté, où ça n'a bœuf. Là, puis rien. Fais attention, monsieur, il passe, mais il faut attention. Non, c'est ça, il me demande après s'il passe pas. S'il passe pas, il reste dans le toit soir. Voilà. Fais attention des câbles, électriques. Merci, c'est gentil. Bon courage, hein. Merci. Un peu plus loin, les tenanciers d'un petit snack tentent de réparer la toiture. Et c'est là le danger. C'est alors que l'on va enregistrer le plus grand nombre de blessés, lorsque des sinistrés sortent alors que le cyclone souffle encore pour tenter de rafistoler une tôle, un bout de toiture. Ici, c'est un voisin qui nous emmène voir un blessé. Un homme de 64 ans, tombé de son toit le matin et qui, 6 heures plus tard, attend toujours les secours, couché dans sa voiture. C'est alors son épouse qui nous raconte ce qui est arrivé. Vous voulez monter en haut pour regarder. Son mari est monté sur le toit pour tenter de remettre en place une tôle. L'homme a fait une chute de 2 mètres. Sa famille tente depuis le matin de joindre les secours, mais même l'officier des pompiers n'y arrive pas. Revenu au centre-ville de Saint-Benoît, un autre spectacle effarant nous attend. Tout le centre-ville est dévasté, jusqu'à la place de la mairie. Un des commerces de la rue principale a carrément perdu une partie de son 2e étage, dont les murs se sont effondrés sur la chaussée. Plus loin, dans la cité La Bourdonnais, des jeunes de Saint-Benoît sont en train de donner un coup de main aux équipes de secours pour dégager la route. Nous, on aide tout le monde, on sauve les gens dans les immeubles que de l'autre côté. Parce que là, t'es pris des autres maisons, le toilette est emboîté, et puis le boîte écrasé, et tout là, voilà. En plus, si c'est l'alerte rouge, il faut aider. Ah, il faut aider même. Alors que le jour décline, nous roulons jusqu'à Sainte-Anne et découvrons qu'une partie du toit de la plus célèbre église de l'île s'est envolée. Les dégâts sont énormes, les réparations prendront des mois, et il faudra sans doute rebaptiser ce rond-point que de nombreux bénédictins avaient pris l'habitude d'appeler rond-point Statue Rouge, car elle n'a pas résisté à la terrible Garance. Parmi les entreprises ravagées par les pluies torrentielles, Elagali, entreprise basée à La Possession. Regardez ce qui s'est passé au siège de la société lorsque la ravine des Lataniers est sortie de son lit vendredi dernier. L'eau a tout emporté sur son passage, les bureaux, le matériel d'élagage, une partie des fourgons de l'établissement. 6 jours après cette catastrophe, les dirigeants sont encore sous le choc. Delphine Poudroux, Thierry Chapuis. Dans cette ravine des Lataniers à La Possession, une entreprise en miettes, ou presque. Vendredi, il n'aura fallu que quelques minutes aux pluies torrentielles du cyclone Garance pour tout emporter. Camions, fourgons, nacelles, broyeurs, conteneurs. Un mauvais film pour les propriétaires de cette entreprise réunionnaise spécialisée dans l'élagage et née il y a 30 ans.
Ici, c'est 2500 mètres carrés de terrain qui ont été emportés par les flots, avec au moins 1 million de pertes matérielles enregistrées pour cette société familiale. Ben oui, j'ai perdu mon premier bébé. C'était mon premier enfant. Après une carrière militaire, j'ai construit cette entreprise depuis 35 ans. Et 35 ans, après, cet enfant a disparu. Voilà, c'est terrible. Vous parlez de 1 million d'euros, c'est beaucoup? 1 million d'euros pour moi, au niveau de ma trésorerie, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Je n'espère qu'une chose, je n'espère que les assurances à qui j'ai donné beaucoup d'argent depuis tant d'années sauront répondre présent. J'espère que l'État et les collectivités pour qui j'ai donné tant d'impôts depuis 70 ans que je suis sur Terre seront là pour pouvoir répondre présent. Aujourd'hui, grâce aux véhicules et aux outils qui ont pu être sauvés des eaux, les 24 salariés ont pu conserver leur emploi. Tous sont d'ailleurs actuellement mobilisés sur les nombreux chantiers d'élagage lancés après le cyclone Garance. Mais l'entreprise pourrait avoir recours à du chômage partiel si les aides n'arrivent pas rapidement. L'est de la Réunion dévasté par le cyclone tropical intense Garance, un long format signé Jean-Marc Collienne et Willy Fontaine. Et pendant les alertes cycloniques, des phénomènes de pillage ont été signalés. Et hier soir, les effectifs de la BAC de Saint-André ont interpellé un individu pour tentative de vol dans une épicerie. Il a été pris en flagrant délit. L'individu a été placé en garde à vue. Et puis hier après-midi, les effectifs de la police secours de Saint-Denis ont interpellé 2 mineurs pour tentative de vol dans un commerce-restaurant se trouvant dans le quartier du Bas de la Rivière. Un phénomène étroitement surveillé par les forces de l'ordre. Et la Réunion est toujours en phase de sauvegarde depuis 10 heures et considérant la période de confinement et la nécessité de réapprovisionner la population réunionnaise, le préfet de la Réunion, Patrice Latron, annonce que les commerces alimentaires et non alimentaires justement pourront être ouverts ce dimanche, donc demain, ce dimanche 2 mars. En vue de la reprise progressive de l'activité économique après Garance, Patrice Latron, le préfet, donc annonce également qu'il autorise la vente directe de fruits et légumes pour écouler les stocks. Les produits frais devront être abrités et respecter les normes sanitaires et d'hygiène. Et dans le reste de l'information, la lune n'a pas été observée hier vendredi. Le mois de Ramadan démarre donc ce soir dans toutes les mosquées de la Réunion avec la prière de Tarawih. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, le bulletin météo présenté par Yael Trulès. Le retour de l'information, c'est en radio dès demain matin à 6 heures. On se quitte sur les dégâts colossaux, impressionnants, les stigmates du cyclone tropical intense Garance qu'a laissé justement sur notre île. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis moi, je vous retrouve demain à 12h30. Garance qui s'éloigne et ne représente plus de menace. Après la levée de l'alerte rouge ce matin, la Réunion est désormais en phase de sauvegarde. L'heure est donc à la constatation des dégâts et ils sont considérables. Arbres déracinés, toitures et portails arrachés, voitures emportées.
emportés par les eaux. Des dégâts matériels à déclarer aux assureurs. Je vous rappelle que l'île est placée en phase de sauvegarde. Le bilan humain s'alourdit. Un 4e décès est signalé. Il s'agit d'un homme retrouvé mort coincé sous un arbre à Saint-Denis. C'est le 3e décès constaté dans le chef-lieu. Un bilan qui reste provisoire. Et on se rend tout de suite dans la commune de Saint-Benoît. En montant sur les hauteurs vers le Takamaka, le quartier de l'Abondance a subi de plein fouet le phénomène Garance. Une famille a vu le toit de sa maison partir dans le canal de la départementale à plus de 100 mètres de leur habitation. Aujourd'hui, ils tentent de se reconstruire. Laurent Figon, Jacques Payette. C'est le projet de toute une vie qui s'est envolé avec le passage de Garance. Sur les hauteurs de Saint-Benoît, à l'Abondance, la famille Waro se retrouve sans abri depuis ce triste vendredi matin, au moment de prendre son petit déjeuner. On sentait la maison trembler, on sentait les baies vitrées qui sous le poids, la pression du vent, se déformaient en fait sous nos yeux. Et au moment de passer à table en famille, j'ai décidé, au vu de l'urgence et de ce qui se passait autour de moi, une sensation, un pressentiment. J'ai pris ma fille sous les bras, j'ai pris mon fils et j'ai dit à ma femme, il faut qu'on parte. C'est au sous-sol que tous les 4 vont trouver refuge, 2 heures durant, dans la seule pièce où ils se sentent en sécurité, la salle de bain. Au début, j'ai eu beaucoup peur dans la salle de bain. Et après, j'ai commencé à prier, à pleurer. J'ai pleuré un peu, j'arrivais pas à respirer. On n'a juste pas envie de mourir. On se dit, on va protéger surtout les enfants au maximum, on fera de notre mieux. Et voilà, les protéger, c'était notre priorité. J'ai rarement peur, et là j'ai eu peur, j'ai vraiment très peur pour mes enfants. Je ne savais pas par où j'aurais pu me protéger, par où j'aurais dû sortir. Et là on pense qu'à une chose en fait, c'est de protéger la vie de sa famille. Donc vous voyez la détresse de votre enfant qui vous dit j'ai peur, protège-moi, qu'est-ce qu'on va faire, et vous ne savez pas où aller en fait. Vous êtes démunis, vous entendez que là-haut ça explose. C'est grâce à la bravoure d'un de leurs voisins qu'ils ont pu sortir de l'enfer, profitant d'une accalmie. Aujourd'hui, il ne leur reste plus rien. C'est dans un premier temps les souvenirs avec les enfants, tout ça, notre vie de famille. Et puis... qu'il n'y ait plus rien, c'est compliqué. Mais voilà, on garde espoir et on se dit qu'on va rebondir de toute façon. Là... Le plus triste aussi, c'est que j'ai perdu mon attelle et je pourrais, là, puisque je l'ai plus, ça va être un peu chiant pour moi de marcher, tu vois. Une attelle en carbone qu'il a dû attendre 1 an pour suppléer son péroné et sa malléole manquant. Face aux difficultés, la famille reste soudée. Et on est démunis et puis on va heureusement trouver du soutien avec la famille, avec... même la famille du quartier qui est là pour nous et voilà sur quoi on va s'appuyer parce qu'on doit pas lâcher. On a des enfants, on a tout à refaire, mais il faut rester fort. Mais aujourd'hui, oui, c'est assez sombre. Après 2 jours et autant de nuits remplies de cauchemars, la petite famille va se ressourcer auprès des siens.